Forte tension entre le gouvernement et les groupes miniers sud-africains. Ces derniers ont exprimé au cours de cette semaine lors de la grande conférence mondiale Minin Indaba qui s'est déroulée au Cap. Et ce en réaction aux régulations fluctuantes et aux fermetures de sites par le gouvernement qu'ils jugent arbitraires. Pourtant, le ministre sud-africain des Mines avait lancé un appel rassurant lors du salon, rappelant que l'Afrique du Sud est un pays ouvert aux affaires. Des propos qui, semble-t-il, ont résonné dans le vide. Le Sénégal a réussi à mobiliser la somme de 79 milliards de francs CFA, soit environ 129 millions de dollars pour la mise en œuvre de programmes d'équipement et de mécanisation agricole. Avec ce montant, le pays entend ainsi parvenir à moderniser son agriculture. Le programme brésilien Maïs Alimentos apportera 45 milliards de francs CFA à ces programmes. Quant à la Belgique, elle injectera 22 milliards de francs CFA et l'Inde 12 milliards de francs CFA. Plus de 800 tracteurs équipés sont attendus du programme de coopération brésilienne Maïs Alimentos et 520 tracteurs équipés sur la ligne de crédit Exim Bank of India dans le courant de l'année 2017. Ces programmes d'équipement motorisés seront accompagnés d'un important programme d'équipement des exploitations familiales évalué à 5 milliards de francs CFA par an et destiné au petit matériel agricole. Le Sénégal avait déjà bénéficié en 2014 de 62,95 millions de dollars de l'Exim Bank, une ligne de crédit devant permettre au pays d'importer du matériel agricole. Après le Zimbabwe, le Mozambique, le Malawi, la Zambie et la Namibie, l'Afrique du Sud confirme la présence de chenilles légionnaires sur son territoire. Ces bestioles particulièrement voraces et qui ont déjà fait des ravages dans des champs de maïs en Amérique du Sud et du Nord ont migré vers le continent africain. Considérées comme une arme de destruction massive et une menace pour l'agriculture, ces chenilles légionnaires qui constituent encore un casse-tête pour les scientifiques ont la particularité d'échapper aux pesticides en descendant dans le sol pour se mettre à l'abri. Elles sont par ailleurs capables de s'adapter très vite à des températures différentes, mais aussi de voler des kilomètres quand elles se transforment en papillons et de transporter près de 1000 œufs de larves avec elles. Selon le département des questions agricoles aux Nations Unies, ces chenilles légionnaires pourraient, après l'Afrique, faire leur apparition en Asie et en Méditerranée. La Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire a mis en place un fonds de garantie d'un montant de 1,8 milliard de francs CFA. Ce fonds, qui a été constitué grâce au versement des 4,5 francs CFA par kilogramme de complément de prix de la campagne 2014-2015 par les égreneurs, est destiné aux sociétés coopératives détentrices de projets bancables, lesquelles sociétés pourront désormais se faire financer aisément par les institutions bancaires. De quoi donner un souffle nouveau au secteur cotonnier ivoirien, dont les rendements sont en partie mis à mal par les difficultés de financement. Le Rwanda va lancer dès le 22 février prochain sur le marché financier local un emprunt obligataire de 10 milliards de francs rwandais, soit 12,4 millions de dollars. Conduite par la Banque centrale rwandaise, cette opération est d'une maturité de 5 ans. Son taux d'intérêt sera défini en fonction de l'offre et de la demande des investisseurs au terme de la collecte des souscriptions dont le montant minimum est de 100 000 francs rwandais. L'emprunt est ouvert aux investisseurs de toutes les nationalités. Les ressortissants de la communauté des États d'Afrique de l'Est seront cependant astreints au paiement d'une taxe de 5% sur le taux d'intérêt, tandis que ceux résidant en dehors de cette sous-région devront s'acquitter d'une taxe de 15%.
Ethiopian Airlines jouit actuellement d'une bonne santé financière. La compagnie aérienne a réalisé un bénéfice net de 264,25 millions de dollars durant l'exercice 2015-2016, soit une hausse de 70%. Pendant ce temps, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 10,3% par rapport à l'exercice 2014-2015 pour s'établir à 2,43 milliards de dollars, alors que le nombre de passagers a grimpé pour atteindre 7,6 millions, ce qui représente une hausse de 18%. Ethiopian Airlines, qui dessert actuellement près d'une centaine de destinations, projette de faire passer sa flotte de 77 avions actuellement à 140 appareils en 2025, année durant laquelle le transporteur prévoit de générer un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Précisons que la compagnie publique éthiopienne détient des avoirs d'environ 220 millions de dollars au Nigeria, en Angola, au Soudan, en Égypte et dans d'autres pays. Des avoirs qu'elle n'a pas encore pu rapatrier en raison des pénuries de devises étrangères. Produire 700 000 tonnes de sucre en 2017. Tel est l'objectif que se fixent les autorités éthiopiennes. Un objectif que ces autorités comptent réaliser grâce à l'expansion des usines de sucre existantes et à la construction de nouvelles usines dans le pays. Si les 700 000 tonnes de production étaient effectivement atteintes en 2017, il s'agira d'un volume record qui représente une hausse de 115% par rapport aux 400 000 tonnes enregistrées au cours des années précédentes, ce qui permettrait à l'Éthiopie de satisfaire sa consommation annuelle de sucre qui se situe entre 600 et 650 000 tonnes. Conséquence, le pays réduirait sa facture d'importation évaluée à 130 millions de dollars par an. À court terme, l'Éthiopie prévoit de produire 4,9 millions de tonnes de sucre à l'horizon 2020. Dans cette optique, le pays ambitionne d'installer au cours des 3 prochaines années 13 nouvelles usines et envisage de devenir un exportateur majeur de la matière première avec des recettes d'exportation prévues pour atteindre 586,2 millions de dollars. Le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine GIM-UEMOA est né de la volonté des chefs d'État et du Conseil des ministres de l'UEMOA. Son ambition est de moderniser les systèmes et moyens de paiement dans l'espace UEMOA afin d'améliorer l'accès des populations aux services financiers et d'accroître le taux de bancarisation, ce qui lui vaut le titre d'outil d'intégration régionale et d'inclusion financière au service des administrations publiques privées et des populations. Grâce au GIM, les populations du Bénin ou de la zone UEMOA peuvent utiliser leur carte bancaire dans tous les distributeurs de billets de la zone, sans chercher sa banque, mais également au niveau des terminaux qui sont installés chez les commerçants. Le GIM aujourd'hui compte plus de 120 institutions, dont une centaine sont interconnectées à la plateforme. L'avantage, c'est que les clients peuvent faire leurs transactions, quel que soit le lieu où ils se trouvent. On est véritablement au cœur de la finance inclusive. Le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine GIM-UEMOA a été mis en place par la BCEAO en 2003. Le produit assure désormais l'interopérabilité et la compensation des opérations pour le compte d'une centaine de banques. L'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note de la dette de la Tunisie. De BB-, la note tunisienne est passée à B+. L'agence explique cette dégradation de la note non seulement par la chute du tourisme dans un contexte de risque élevé pour la sécurité, mais aussi par un ralentissement des investissements et de fréquentes grèves qui affaiblissent la croissance et les perspectives économiques du pays. Les entrées de touristes ont continué de ralentir en Tunisie, mais à un rythme plus faible
reculant de 8% en septembre sur 12 mois après avoir connu une chute de 38% au premier trimestre 2016. Selon Fitch, l'expansion de l'économie tunisienne n'a été que de 1,2% en 2016 contre 4,5% en moyenne avant la révolution tunisienne de 2011. La perspective de cette note tunisienne reste néanmoins stable selon l'agence de notation qui s'appuie sur des éléments positifs comme les progrès de réforme notamment bancaires et sur l'engagement d'un programme de soutien sur 4 ans souscrit par le Fonds monétaire international. Fitch projette que la croissance du produit intérieur brut tunisien atteindra 2,3% en 2017 et 2,5% en 2018. Au Sénégal, les prix des denrées de première nécessité ont grimpé sur les marchés ces derniers jours. Cette hausse concerne les riz, le sucre, l'huile et les poissons. Au marché des castors, situé en plein cœur de Dakar, le constat est unanime. Cette situation préoccupe les consommateurs. L'huile, qui est passée de 3 000 francs les 3 litres à 3 700. Le sucre, il y a le riz aussi. Et en plus de la pomme de terre, on achetait le sac à 6 000. Aujourd'hui, c'est demi-sac à 5 500. Ça fait le sac est passé à 11 000 francs CFA. Face à la situation, le ministre du Commerce sénégalais s'est prononcé au cours d'un point de presse. Pour les cas du riz, le ministre a expliqué que l'absence de riz d'origine indienne a fait que les consommateurs se déportaient sur d'autres riz qui ne sont pas homologués et qui sont beaucoup plus chers. Concernant les poissons, les commentaires vont bon train chez les vendeuses. Le poisson est vraiment cher en ce moment. Tous ces jours depuis vendredi, les pêcheurs étaient en grève. C'est hier qu'on a commencé à vendre. Le poisson que j'ai, je l'ai acheté à 80 000 francs CFA. Et je n'ai pas eu beaucoup de bénéfices parce que c'est cher. Cette hausse des prix impacte sur le pouvoir d'achat des Sénégalais, dont le salaire minimum est de 47 700 francs CFA par mois, selon la Banque mondiale. Pour rassurer les populations, les autorités sénégalaises ont indiqué que le marché du riz brisé non parfumé sera stabilisé à la fin du mois de février. En attendant, la situation est durement ressentie par les consommateurs de Dakar, la capitale, et à l'intérieur du pays. Le riche émirat gazier du Qatar cherche des opportunités d'investissement sur le marché énergétique américain. Les États-Unis sont considérés comme l'un des concurrents du Qatar sur le marché du gaz naturel liquéfié LNG. Les échanges entre Doha et Washington sont appelés à se développer depuis l'annonce l'année dernière par le Qatar de son intention d'investir 35 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2020. Oui, nous avons de grandes quantités de gaz venant sur le marché. Mais ce qui est bien, c'est que la demande de gaz augmente plus que pour n'importe quelle autre énergie fossile et continue d'augmenter. Nous avons eu d'excellentes relations avec les États-Unis sur tous les fronts. Du point de vue de l'énergie, nous avons de grosses compagnies travaillant ici au Qatar, comme ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron Phillips, etc., etc. ConocoPhillips, Chevron Phillips, etc., etc. Petit pays du Golfe, le Qatar est le premier producteur et le premier exportateur mondial du gaz naturel liquéfié. Une position qui lui a permis d'amasser d'importants revenus.